Un bon début de soirée à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour votre bar des supporters. Alors on commence à vous prévenir, profitez de ce fantastique studio qui nous accompagne depuis au moins une décennie, puisque dans pas longtemps on va changer de lieu. Donc voilà, on vous tiendra au courant, vous verrez, on espère. Nous aussi on croise les doigts pour avoir un studio un petit peu à l'image de notre émission. Jacques Bail sera dans ce studio, bien entendu. Salut mon Jaco. Salut les amis. Et Steph Martins, qui n'a pas froid aujourd'hui, très bon. sera plutôt bien lui aussi. Ça va mon Steph? Oui, ça va très très bien. Et oui, mais ça va, parce que bon, on ne cesse de le rappeler, chaque jour qui passe nous rapproche un petit peu de la reprise de la Ligue 1. Ben, ça sera demain soir la reprise de la Ligue 1, avec déjà un match très intéressant et qui va pouvoir nous intéresser, c'est Monaco-Lille. Ensuite, on enchaînera un petit peu plus tard avec le PSG Strasbourg et nous, on aura notre match entre Montpellier et l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il faut, Jaco, commencer à regarder vraiment ce que font les adversaires de l'OM? On parle de Monaco, on parle de Paris, on peut parler de Reims aussi, puisque les Rémois comptent le même nombre de points que les Marseillais aujourd'hui. Oui, effectivement, tu commences à regarder, bien entendu, parce que le retard, je te le disais hier, imagine-toi que tu fasses un mauvais résultat, le fossé commence à se creuser, et donc c'est important. Et en plus, tu dois te dire quels sont les points forts de chaque club, quels sont les points faibles, les analyser, les étudier, qu'est-ce qu'on peut faire pour les contrer. C'est ce qui doit se passer à l'Olympique de Marseille pour pouvoir contrer. Moi, quand je vois jouer, même si on a vu que Balogun est blessé à Monaco lourdement, je vois quand même un effectif intéressant, une équipe qui a des automatismes que nous n'avons pas encore. Donc voilà, il y a des choses à regarder effectivement. Et dans ce contexte-là, le fait de jouer le dimanche à 20h45 après tout le monde, oui, ça t'assure de pas passer un mauvais week-end jusqu'au dimanche soir. Ça, c'est clair. Contrairement à ce qui s'est passé après le match nul de l'OM qui ressemblait plus à une défaite contre le SCO d'Angers, juste avant la trêve internationale. Mais bon, ça te permet quand même de connaître les résultats. Par contre, connaître les résultats ne t'a jamais fait gagner un match. Non, ça c'est clair. Comme quand tu joues le vendredi soir, tu te dis c'est toujours bon d'aller gagner pour marquer les esprits, pour mettre un petit peu la pression. Oui, et surtout de regarder les matchs avec le popcorn. Voilà. Mais la problématique, c'est comme tu viens de le dire, que tu joues le vendredi en début ou en clôture du week-end, ça te garantit pas les 3 points. Donc voilà, il va falloir faire un match cohérent et ça, moi je pense que ça va être un match compliqué parce que ces matchs face à Montpellier avec des Zakarian en manette où ça joue bloc bas, où ça joue très physique, ça rentre dedans, avec des joueurs rapides qui vont devant, va falloir vraiment être vigilant et être surtout très efficace. Montpellier, Olympique de Marseille, un match qui se jouera, je le rappelle, dans un stade plein, ce qui est assez rare pour être signalé pour la Mosso. Je te confirme. On espère quand même une colonie de supporters marseillais. Alors dans le parcage, on le sait, mais à l'extérieur du parcage, on sait qu'il y aura également beaucoup de monde pour essayer de repartir sur une période de renouveau de l'Olympique de Marseille, parce que bon, c'est vrai que les 2 derniers résultats étaient insatisfaisants et insuffisants. La défaite à Strasbourg, le fait de ne pas marquer. Là, on va rencontrer quand même une équipe qui n'a gagné qu'un seul de ces 3 matchs à domicile. C'était face à Auxerre, je crois 3-2, alors qu'ils étaient menés au score pendant très longtemps. Une équipe qui a marqué 0 point à l'extérieur, c'est pas le débat puisque ils reçoivent cette fois-ci, mais voilà, pour Montpellier, on en a déjà un petit peu parlé hier, c'est un match qui est charnière. Ghislain Printemps, à cette même place lundi, disait que c'était vraiment très très important pour eux de prendre minimum 1 point. Voilà, mais nous on n'a pas ces considérations-là. Nous, on veut juste se remettre un peu la tête à l'endroit. On veut que certains joueurs, eux aussi, redeviennent décisifs. C'est le cas de Mason Greenwood. Oui, exactement. Bravo Karim. Après, c'est pas l'équipe idéale, et le club idéal pour pouvoir aller se remonter et faire un exploit. La dernière défaite de l'OM à Montpellier remonte à 2018. Oui, mais c'est une équipe, on le disait, emmerdante, ennuyeuse, avec des grandes difficultés défensives. Je les regarde régulièrement. Leur problème, c'est défensivement. Ils ont une attaque avec des joueurs intéressants. Un joueur, TJ Savanier, est capable sur des coups de pied arrêtés. Très au-dessus de la moyenne. Avec une orientation. J'adore Nordin aussi. Il y a des joueurs intéressants au niveau offensif. Adams, c'est bon. Après, derrière, c'est plus difficile. Pour eux, c'est ce que disait Der Zakarian. Lui aussi, il était un petit peu, à un moment donné, un peu sur la tangente. Je me rappelle le soir, à la mi-temps d'Auxerre, où ils étaient menés 1-0 à la Mosson. Ça a été très difficile pour lui. C'est le fameux match qu'ils ont gagné. Voilà, ils ont gagné. Donc,
c'est une situation compliquée pour Montpellier. Mais nous, comme tu disais, on s'en fout de malheureusement, comme ça, nous, on est supporters de l'OM, on aime l'OM, et nous aussi, on n'est pas en difficulté, pas encore, mais on se doit, avec les objectifs que nous avons au début de saison, de venir titiller Paris Saint-Germain et Monaco, qui sont en train, eux, ils lâchent rien, par contre. Et donc, c'est très difficile. Surtout Monaco, parce que Paris a lâché un match nul à Nice dernièrement. Et toi, tu as eu un nul et une défaite. Donc, ça fait déjà une grosse différence. Donc, il va falloir être vigilant à ce niveau-là si tu veux tenir tes objectifs. Donc, tu n'as pas vraiment répondu à la question que je t'ai posée à la fin, mais bon, non, mais je vais passer à la gauche. Tu as passé ton temps de parole est écoulé. C'est mort. Je suis désolé. Non, mais c'est mort. Mason Greenwood, on en a beaucoup parlé. Finalement, il s'est fait coiffer sur le poteau pour le titre de joueur du mois de septembre. C'est Bradley Barcola, à juste titre, qui a été élu joueur du mois. Greenwood, 5 buts en 3 matchs. Depuis, pas de but marqué. Très peu de côté décisif, même s'il faut pas oublier quand même que moi j'étais à Strasbourg, j'ai vu tout ce qui s'est passé vraiment. Vous avez vu des choses à la télé, mais quand tu es au stade, tu vois encore plus de trucs. Il y a une supériorité, il y a pas de problème. Contre Angers, il n'y était pas. Voilà, il n'y était pas. Mais il doit faire beaucoup mieux dans un contexte où on sait que dimanche nous n'aurons pas Mopé, nous n'aurons pas Carboni. Donc les solutions vont être un petit peu moins nombreuses offensivement. Donc je pense que Greenwood va rester sur son côté et qui va nous enchaîner 2-3 passements de jambes et en mettre au moins une au fond. Ben oui, c'est ça. Ben, de toute façon, c'est le point fort de ton attaque. Voilà, aujourd'hui c'est pas Wai, c'est pas Lucien Ateke, c'est pas Amin Harit, c'est lui, le détonateur, c'est lui. Donc est-ce qu'il a les compétences, les qualités? Oui, comme tu dis à Strasbourg, s'il en met un ou deux, c'est pas volé. Il était tout simplement étincelant sur le côté. Après il faut oublier qu'il y a eu un gardien qui a fait pas mal de belles parades. Petrovic. Voilà, donc qui est pour moi dans les top 5 des meilleurs gardiens de Ligue 1. Donc voilà, donc après ce joueur-là, il va être attendu à chaque match. On va être là à l'observer à la loupe parce qu'on sait de quoi il est capable. On sait qu'il peut te changer le cours de match contre n'importe quel adversaire, je dis bien au vu de son talent. Donc voilà, face à Montpellier, moi j'attends que Mason soit vraiment décisif par le but, par la passe, mais il doit apporter ce plus-là à l'attaque olympienne. Et il va retrouver un joueur que t'aimes bien, toi, le latéral gauche très offensif de Montpellier. C'est Isiaga Silla qui a une capacité à se projeter très très vite, qui est peut-être pas le meilleur défenseur comme tous les joueurs défensifs qui sont portés vers l'avant, mais bon, voilà, ça va faire un joli duel, même si je me doute qu'il y aura la couverture du deuxième central gauche qui viendra fermer régulièrement. Obligatoirement, il y aura le deuxième central, voire un milieu qui va venir aider parce qu'ils sont toujours 2 ou 3 sur Greenwood, parce que c'est difficile de le charger tout seul. C'est un garçon qui a des qualités exceptionnelles, mais si là, c'est lui par contre, il est capable de prendre le couloir régulièrement, il a beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté, et je pense que ça sera le match dans le match. Si Greenwood arrive à faire la différence sur son couloir, c'est un peu la clé du match. Comme tu disais, Steph, Greenwood, oui, capable de changer le cours du match. Quand lui, il est en forme, l'OM ne ressemble pas, c'est pas la même équipe. Et parce que s'il est capable, tu te rappelles à Toulouse, ce qu'il a été capable de faire, en 5 minutes, boum, il n'y a plus de match. Il n'y a plus rien. Donc, ce garçon-là, par contre, moi, si je suis le coach d'une équipe adverse, qu'est-ce que je fais? Je le neutralise. Alors, je neutralise, peut-être pas le joueur, mais la rampe de lancement qui lui donne la passe, qui le met en situation. Donc, il va falloir, nous, apprendre à jouer différemment de temps en temps. Pourquoi pas? Parce que Lucien Riquet, capable lui aussi de faire de belles choses, on le sait, on l'a vu. Harit aussi. Voilà. Et Jonathan Rowe, pourquoi pas qu'il puisse être à un moment donné titulaire, parce qu'il a le droit aussi. Moi, je suis à sa place, je dis à un moment donné, qu'est-ce que je dois faire pour être titulaire, moi? On posera la question demain à Roberto De Zerbi sur le cas Jonathan Rowe qui a montré énormément de choses en super sub, notamment encore le dernier match, puisqu'il avait déjà marqué un but exceptionnel à Lyon qui a été le but du mois de septembre, et il a marqué un but important contre Angers qui semblait nous avoir mis sur orbite, mais qui malheureusement ne nous a pas permis de pouvoir gagner. Mais je reste sur Greenwood une dernière fois. Est-ce que le vrai visage de Mason Greenwood, c'est le Greenwood des 3 premières journées ou des 4 suivantes? C'est un ensemble, parce que si tu es vraiment exceptionnel sur 34 journées, plus la coupe, tu es dans les 10 du Ballon d'Or. Donc voilà, donc c'est un ensemble. On sait qu'une saison c'est long, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas.
Mais si quand il est dans le bas, ses prestations face à Strasbourg, je prends quand même. Hein. Parce que comme vient de l'expliquer Jacques, et comme je le disais auparavant, on sait que sur une accélération, voilà, il peut te faire la différence. Donc après, à lui, c'est clair que s'il retrouve le chemin défilé, ce n'est que bon pour sa confiance et ça le préparera pour être vraiment en bombe le dimanche d'après face à Paris au Vélodrome. On reste sur cette équipe de Montpellier. Moi, je l'avais vu cet été sur un match amical contre le FC Martigues, que les Montpelliérains avaient remporté, je crois, 2-1. Ce qui frappe quand tu regardes cet effectif, c'est que c'est quasiment le même. C'était quasiment le même 11. Je crois que si tu joues avec Savanier, Nordin, Altamari quand il n'est pas blessé et Adams avec des joueurs comme Kazri sur le banc, derrière un Chotard qui est quand même très intéressant. Les défenseurs on les connaît, je crois que Modibo Sagnan ne sera pas disponible, Lecomte dans les buts, il y a quand même de la continuité, mais je dirais presque contrainte et forcée. Exactement. Contrainte et forcée parce que au début, je pensais pas que ce soit la même équipe. Il devait y avoir du changement par rapport aux droits télé. On le sait tous. C'est pas faire offense à Montpellier de leur dire qu'ils sont dans la difficulté. Ils l'ont annoncé. Ils ont annoncé 13 millions de besoins. Je pense que c'est plus 20 que 13, à mon avis. Et c'est très difficile pour les petits clubs de devoir lutter sans les droits télé. Donc ils avaient aussi la possibilité de vendre Chotard, ils l'ont pas fait. Donc il y a eu beaucoup de soucis. Ils ont eu des soucis sur les choix des gardiens aussi. À un moment donné, Lecomte, Berthaud, Lecomte, c'est difficile. Berthaud a fait un très bon match à Monaco. Je pense que le coach n'est plus trop en odeur de sainteté avec les joueurs. Le coach, il est très difficile. C'est un monsieur qui a beaucoup de qualités, Derzakarian, mais qui a un caractère assez trempé. On se rappelle avec Sako, c'est un monsieur qui est capable de rentrer dans des joueurs. Alors quand tout va bien, ça va, mais dès que ça va pas, il faut garder son calme. Moi, je pense que je le vois pas finir la saison là-bas. Et si on venait, nous, à faire un résultat là-bas, le déplacement qui vient après, ça sera difficile pour Montpellier. Mais encore une fois, nous, on doit faire le boulot. Parce que cette équipe, c'est le match de l'année, Karim. Tu me parlais des supporters tout à l'heure. Mais tout le stade, 80%, c'est Marseille, là-bas. Moi, je me rappelle, je suis resté 2 ans et demi, je sais de quoi je parle. Tous les supporters, ils aiment l'OM. Tous les gens qui te parlent de l'OM. Même moi qui étais embauché à Montpellier, on me parlait, alors, l'OM, tu as des nouvelles? Non, mais c'est quand même bizarre, hein. Alors, nous, on va se concentrer, se focaliser sur l'Olympique de Marseille. Tous les internationaux semblent être rentrés en bonne santé. Voilà, c'est important de le dire. On rappelle que pour Carboni, ça sent vraiment pas bon. Hein. On ne sait pas exactement. Alors, je sais pas si l'opération là est déjà programmée, mais il devrait pas tarder à se faire toucher le genou gauche. Alors, est-ce que c'est vraiment une grosse entorse? Est-ce que c'est une rupture des ligaments croisés? On le saura après l'opération et on nous dira il y en a pour 3 ou 4 mois ou il y en a pour 6 ou 8 mois, ce qui voudrait dire fin de l'aventure Olympique de Marseille pour un prêt payant d'1 million d'euros et un prêt avec option d'achat non obligatoire qui va sans doute emmener Valentine Carboni loin de l'Olympique de Marseille. Oui, sincèrement, je vois pas comment tu pourrais réitérer ou lever l'option d'achat à 35 millions d'euros, 36, quand tu sais que le joueur, comme tu viens de le dire, j'espère pour lui que c'est une entorse, mais quand tu parles d'opération, quand tu parles... Mais même entorse avec opération, il en aura au moins pour 3 mois. Mais après, le temps de revenir, quand même. Là, tu parles juste de la convalescence. C'est clair. Le temps de revenir à 100%, de reprendre des sensations. Après, au début, comme tout joueur, il va avoir de la crainte, donc il va pas s'envoyer à 100% dans les contacts, les engagements, et c'est jeune. Donc voilà, c'est dommage, parce que moi, j'aimais bien ce joueur-là, longiligne, Folland, bon pied gauche, du peu qu'on a vu, il y avait quand même quelque chose. Du peu qu'on a vu, on n'en a pas vu beaucoup. Ben, c'est ça, donc comment tu peux, toi, t'engager là avec cette blessure-là, lever, il faut être fou pour lever l'option d'achat. Donc il va retourner, je passe à l'Inter. Tu sais, Karim, quand il dit un faux lent, moi je crois que c'est un vrai lent. C'est un vrai lent. C'est quelqu'un qui... je sais pas, il joue beaucoup dans les petits espaces. Pour l'instant, on l'a pas vu non plus dans une configuration où il est parti à la lutte. C'est mon analyse. Je pense que il réfléchit pas assez vite au niveau de la rapidité de réflexion. Je trouve difficile quand même. C'est 3 belles choses quand même. J'ai vu 2-3 belles choses pour le match qu'il a fait. Il est rentré, il a été titulaire. Il a pas trop couru, il a pas été demandeur. Donc personnellement, avec le salaire et avec l'option
d'achat qu'il y a. Aujourd'hui, attention, moi je souhaite qu'il revienne le plus rapidement possible et qu'il soit le plus heureux possible. Mais j'ai pas, comme on nous a présenté certains joueurs, comme Garcia, que c'était un cadavre, lui on nous a présenté comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Moi, personnellement, j'ai pas dit qu'il était mauvais. Attention, je vous dis simplement que c'est pas la star qu'on nous avait vendue. Personnellement, on l'a trop peu vu pour pouvoir se faire un réel constat. Voilà, et une titularisation. S'il était exceptionnel, le coach il s'en serait servi rapidement. Il était toujours blessé. Je pense que c'est pas le joueur que l'on a. Tu sais, c'est ma façon de voir. Moi, j'adore Aminarit et je pense qu'un Aminarit en forme pour qu'il lui pique la place, c'est dur. Après, honnêtement, je répète, moi je l'ai vu jouer au moins 15 fois Carboni, avec des matchs de Monza la saison dernière. Alors oui, on parle peut-être, c'était sa première saison véritable abouti dans un club pro, puisqu'il était prêté. Je crois qu'il fait 29 matchs, il marque 2 buts, 4 ou 5 passes D. Ça attire quand même les yeux de la sélection argentine, ce qui n'est pas neutre non plus quand même. Il a disputé des bouts de match à l'occasion de la Copa América que l'Argentine a gagné. J'ai pas du tout le même regard que toi sur ce qu'il a montré à l'OM pour l'instant. Oui, mais bon, De Zerbi l'a expliqué, et c'est pas pour rien. Il l'a titularisé contre Angers parce que c'était la première fois qu'il a enchaîné quasiment 2 semaines d'entraînement complet, mais du moment où il est arrivé, les dés étaient pipés. Il est arrivé à l'OM, il était déjà blessé. Et après, quand il a fait son premier rassemblement en septembre avec l'Argentine, il est revenu blessé. Alors qu'on me dise qu'il est fragile, peut-être, mais on n'en a peut-être pas assez vu pour pouvoir dire que c'est un vrai lent, que presque c'est surcoté par rapport au prix. Là, je trouve que le prix est très élevé, mais peut-être qu'il aurait fallu attendre plus de temps pour le voir. Ça, malheureusement, mais ça, on l'aura pas. On pourra pas le dire. Voilà, donc comme il a dit Jacques, on lui souhaite tout le bonheur, déjà qu'il se rétablisse le plus rapidement possible et qu'il reprenne plaisir à jouer et qu'il se régale sur les terrains. Voilà, mais je pense que ça sera très très loin de l'Olympique de Marseille. Avec donc le retour des autres qui ont dû être mis un peu dans de bonnes conditions aujourd'hui, notamment les Argentins, le Canadien, puisque le deuxième n'est pas parti, le Panamien, Amir Murillo, même le Centrafricain Geoffrey Kondogbia. Juste une question est-ce que Kondogbia est amené à rejouer en charnière centrale, en sachant qu'on a aujourd'hui Balerdi disponible, Cornelius disponible, Brassier disponible et la possibilité de faire jouer Garcia à gauche? Moi, je le mets de suite. De ce qu'il m'a montré. Ce qu'il m'a montré. Moi, j'aime les gens qui affirment leur position. C'est ça, Kondogbia, je le mets de suite. Aujourd'hui, je le trouve supérieur à Brassier, mais de loin, de très très loin. Et parle pas de Cornelius parce que la dernière fois déjà, il a été habillé pour l'automne et l'hiver. Donc ça Balerdi, Kondogbia, les gars. Je pense que la charnière centrale, on est costaud, on est puissant, on a de la hauteur, on a une qualité de pied exceptionnelle. Qui peut me dire aujourd'hui que Brassier est supérieur à Kondogbia? C'est pas possible. Non. Le match qu'il a fait à Lyon. Aujourd'hui. Voilà. Donc, tu joues avec les éléments que tu as, les forces que tu as actuellement. Et donc, tu me demandes, moi, personnellement, je choisis Kondogbia. T'es un peu dans la même réflexion? Pas trop, parce que si tu fais ça, je pense que tu le massacres. Tu le tues à Brassier. Et tu le fais venir. Cornelius, les deux. Tu prends Brassier et Cornelius, tu leur prends un Airbnb et ils vont pleurer ensemble. Le numéro 1 est celui qui est attendu quand ils viennent de Brest, club qualifié à Ligue des Champions, grosse saison. La saison précédente, il vient pour être titulaire en défense centrale gauche. Donc au bout de 7 matchs, oui, moi je l'ai pas trouvé exceptionnel à aujourd'hui, mais voilà, il change de club, il change d'envergure, il change de région, il faut qu'il s'acclimate et il y a un petit temps d'adaptation, pas trop long quand même, hein. Voilà, un petit temps. Mais quand c'est clair qu'après, quand c'est l'Olympique de Marseille, il faut gagner tous les matchs. Et à aujourd'hui, intrinsèquement, est-ce que Kondogbia nous a montré de plus belles choses en défense centrale que Brassier? C'est oui. Est-ce que sur un match? Ouais, mais un match ou dans un match où il était vraiment exceptionnel, Kondogbia, à Lyon. Est-ce que Brassier, tu le vois couloir gauche comme souvent je l'ai vu? Moi, pas du tout. Pas du tout. Mais là, t'as Garcia quand même qui montre des choses. C'est pour ça. Mais quand je vois des fois qu'on le met couloir gauche alors qu'on met pas Garcia à sa place, moi, ça, je me pose des questions. Donc, chaque joueur a son poste. Le choix d'avoir fait reculer Kondogbia aujourd'hui a été tout simplement excellent. Maintenant, après, à voir comment De Zerbi va gérer ce cas-là, comme tu dis, pour pas plomber,
et Brassier et Cornelius. Je reste avec toi. On a lu cette information qui est sortie dans le journal L'Équipe sur le fait que Ravanelli était, oui, je sais, ça me plaît, que Ravanelli était missionné un petit peu par Pablo Longoria pour revisiter un petit peu le blason de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est quelque chose qui fait plaisir et qui est demandé depuis plusieurs saisons par les supporters. Donc Puma, quand est devenu l'équipementier officiel, a fait pas mal d'affiches à travers toute la ville où ils disent respecter les couleurs, même si on voit souvent certaines tenues qui sont à l'opposé des couleurs de l'Olympique de Marseille. Mais bon, le domicile, l'extérieur sont respectés. Mais et voilà, et c'est clair que c'est remonté à plusieurs reprises le fait d'avoir un logo qui prend les bases d'un logo historique avec le droit au but au cœur de ce logo-là. Et l'étoile émerge depuis plusieurs années. On demandait à être écouté, comme ça s'est fait dans plusieurs clubs, comme la Roma là qui est revenue sur un logo historique, la Juventus, il y a Dortmund où les supporters prennent part maintenant souvent même sur les maillots à la construction des maillots et tout. Donc voilà, donc c'est intéressant de mettre au cœur de ce genre de décision ceux qui vivent corps et âme pour ce club-là depuis des décennies et des décennies. Et du coup, tu as une proposition ou pas, toi? Moi, la proposition, c'est reprendre un peu le blason historique avec le droit au but au cœur de ce blason-là et l'étoile qui va bien, qui est tout au-dessus, qui brille et qui scintille. Mais oui, qu'on commence pas à inventer, à faire des trucs futuristes. Restons simples. Jacques Bail, tactiquement et techniquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça t'intéresse ce débat ou tu préfères parler des 11 meilleurs joueurs ou du meilleur 11? C'est le groupe, c'est le groupe, Jaco. Bien sûr que ça m'intéresse, bien sûr, mais je suis dans l'incapacité aujourd'hui de te proposer quelque chose. Je pense qu'il y a des stylistes, des gens qui sont capables de proposer de belles choses, et à ce moment-là, s'il y a plusieurs propositions, je te dirais, je préfère celui-là par rapport à celui-là. Mais là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, ça me dit rien du tout. Ce qu'il faudrait faire, je donne juste un petit conseil, ce qu'on pourrait faire, pas ce qu'il faudrait faire. Ce qu'on pourrait faire au niveau du club, ça serait se rapprocher des supporters pour, voilà, comme le dit Jacques, avec peut-être 4, 5, 6, 7 logos, et les soumettre aux supporters et faire appliquer celui qui recueillera le plus de voix. Ça serait vraiment important parce qu'au moins, voilà, il faut se sentir concerné quand ce genre de public-là et quand on voit l'amour qui porte à son club, il faut le mettre de plus en plus dans la construction de maillots, dans la construction de changement de logo, dans tout ce qui entoure ce club-là. C'est important d'avoir la voix des supporters. Bon, ben on verra comme ça, parce que c'est bien aussi quand tu embrasses le blason, il faut que ce soit un beau blason. Exactement. Merci messieurs, on est proche de la fin de la semaine, on est proche du premier match de ce bloc de 4 rencontres. Ça a été très très long, mais bon, on est là avec la patate. Demain, on sera en conférence de presse pour voir un petit peu, ça va nous permettre. Allez, on vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Demain, ce sera Jaco et Marc qui sera de retour. Un bon week-end à toi. Merci, mon frérot. Un bon match. J'espère. Devant la télé. La victoire. La victoire, sinon rien, pour l'Olympique de Marseille, dimanche 20h45 à la Mosson. Bonne soirée. Rendez-vous demain 18h pour le dernier BDS de la semaine.